dans notre premier épisode de notre podcast intitulé Univers créatif, consacré à l'un des sujets les plus fascinants et déterminants de notre époque, l'intelligence artificielle. Aujourd'hui, nous plongeons au cœur de cette révolution technologique qui redessine notre façon de penser, de travailler et même d'exister. Entre promesses extraordinaires et inquiétudes légitimes, l'IA soulève autant de rêves que de débats. Pour en parler, nous avons le plaisir d'accueillir M. Serigne Bassirou Thiam, développeur web, artiste IA et ingénieur junior en IA, qui va nous aider à questionner, à comprendre et à décoder cette intelligence qui peu à peu s'invite dans chaque aspect de notre vie. Restez avec nous, installez-vous confortablement, le voyage dans le monde de l'IA commence maintenant. Monsieur Thiam, bonsoir. Bonsoir Sonia, c'est un plaisir d'être ici dans votre compagnie. Le plaisir est partagé. Alors Monsieur Thiam, avant qu'on parle de votre travail dans le développement et l'intelligence artificielle, dites-moi, vous vous voyez comme un artiste ou un passionné de tech ou un mélange de deux? Je dirais un peu un mélange des deux. J'avoue que j'évolue dans le milieu de la tech, mais j'ai toujours été passionné par l'univers créatif. J'ai toujours aimé dessiner, créer des vidéos, monter des vidéos. Donc j'avoue que ça fait un peu partie de moi en quelque sorte. Donc vous voulez dire que vous pouvez mélanger la rigueur du code et la créativité de l'art? J'avoue que c'est un peu compliqué, mais pour moi, je gère ça. D'accord, c'est intéressant. Et je vois aussi que vous êtes artiste IA et ingénieur junior en IA. Du coup, parlons de l'IA. Qu'est-ce qui vous a le plus attiré dans ce domaine? J'avoue, l'histoire est assez longue, mais je vais essayer de la faire courte. Pour côté code, IA, ingénieur IA, je suis un master en méthode informatique appliquée à la gestion. En master 1, on a eu un prof qui s'appelle Demil, nous a donné des cours d'IA en quelque sorte, système à base de connaissances. C'est avec lui que j'ai appris les bases de l'IA, tout ce qui est classification, perception, deep learning et tout ce qui va avec. Maintenant, côté créatif, j'avoue que le déclic, je l'ai vu lors de la semaine de la créa à l'EFM Crack, où j'ai assisté à une présentation de Lucien Demil qui faisait une présentation sur le clip de Deep qu'ils ont eu à faire lui et Pablo entièrement avec des IA. Ça a un peu mitigé ma curiosité, j'ai fait des recherches dessus. Après, il y a eu aussi le K-Motion, où j'ai carrément eu le déclic. C'était pas plus hasard parce que de base, je ne m'étais pas inscrit pour cette présentation-là, mais une amie avec qui j'étais, qui s'appelle Khadija, m'a proposé d'y aller. Du coup, j'y suis allé. Et j'ai vu par moi qui avait un peu expliqué le processus utilisé pour créer cette vidéo, l'image et tout ce qui va avec. Et après, le K-Motion, je me suis lancé. C'est tout ça a commencé. C'est vraiment intéressant. Et surtout votre façon de voir l'IA sous cet angle-là. Et justement, on va aller dans le vif du sujet. On entend parler de l'IA partout, dans les médias, les entreprises et même dans les téléphones. Du coup, qu'est-ce que c'est réellement cette fameuse IA de notre monde? D'accord, je vais donner une définition assez simple. Pour la faire courte, l'intelligence artificielle est définie comme une science dont le but est de faire par une machine les tâches dont l'homme devrait faire en utilisant l'intelligence. Vous voulez dire que ce sont les machines qui essaient d'imiter certains comportements humains? Certains comportements cognitifs. Et vous venez bien d'expliquer l'IA. Du coup, il y a toujours cette comparaison entre l'IA et l'humain. Vous pouvez nous dire comment l'intelligence artificielle se différencie-t-elle de celle de l'humain? Ok, je pense qu'il ne faudrait pas faire l'amalgame. Déjà, l'homme est le son. L'homme est conscient de son être. Je sais que je suis. Je sais que j'existe. Je sais faire la différence entre la bonne chose et la mauvaise chose. Je suis conscient de mes actes. Je sais aussi la valeur morale de mes actions. Par contre, l'IA, de l'autre côté, ne fait qu'imiter. L'IA se base sur des données statistiques dont elle tire ses connaissances. En soi, l'IA ne sait même pas ce qu'elle fait. Elle ne fait que suivre les ordres
et se base sur une base de données assez large dont elle est entraînée pour donner ses réponses. Donc voilà à peu près la différence entre l'homme et l'intelligence. Justement, en parlant de différence entre machine et humain, est-ce qu'on peut dire que l'intelligence artificielle pense réellement? Cette question revient. C'est une question assez mitigée, je trouve. Parce que le fait de penser, je pense que vient littéralement à l'autre. L'IA ne fait que exécuter des ordres, c'est-à-dire des comptes qu'on donne à l'IA, et l'IA va essayer de répondre à cette question ou à cette compte. Ce qui fait un peu la différence, c'est que je peux penser naturellement. On n'a pas besoin de me déclencher. Je peux penser comme ça, je me pose, je réfléchis, je pense, je me pose des questions, je me remets en question. Mais est-ce que c'est le cas de l'IA? Dans la plupart des cas, on a besoin de le déclencher, soit par un événement ou par un temps. Donc, à partir de ce moment-là, je doute que l'IA pense par elle-même. Donc, je ne dirais pas que l'IA pense. C'est intéressant car les gens ont tendance à dire l'IA pense, l'IA a compris, et même l'IA ne juge pas. Elle n'a pas de valeur émotionnelle. L'IA, c'est pas un homme. Elle n'a pas un cœur. Donc, elle ne peut pas juger. Elle n'a pas de valeur morale. Donc, elle ne peut pas juger. En soi, la compréhension de l'IA par rapport aux bonnes choses et aux mauvaises choses, ça se base juste sur les données d'entraînement. Elle est parfaite. Par exemple, si une personne veut se suicider, c'est pas que l'IA est de bonne foi. C'est juste qu'elle a été entraînée. Et ces mots-là, pour essayer d'orienter la personne. Si la personne, par exemple, veut se suicider ou se faire du mal, l'IA va essayer de la conforter, de dire non, on va faire ça, il faut appeler X ou X. C'est pas que l'IA a un cœur, c'est juste qu'elle a été entraînée pour gérer ce genre de problème. Et on voit aussi que l'IA est presque partout dans nos téléphones et même dans notre travail. Du coup, vous diriez que ça nous rend plus efficace ou bien plus dépendant? C'est une très bonne question parce que c'est à double degré, en quelque sorte. Je vais prendre l'exemple sur nous, les développeurs web. Disons, j'ai déjà mes connaissances en développement. Je sais ce que je fais en fait. Je sais coder. J'ai codé avant l'IA. Et l'IA est là. Maintenant, pour ma part, l'IA va m'aider à être plus productif. Parce que je vais lui allouer les tâches qui sont répétitives. Mais de l'autre côté, par exemple, une personne qui ne maîtrise pas forcément ce domaine-là va y aller au pif, va poser des questions sans tout remettre en cause. Elle va juste prendre ce que l'IA lui donne. C'est le cas de nos études par exemple. Il y a pas mal d'étudiants, quand on leur demande de faire un travail, ils vont juste aller sur ChatGPT, donner l'énoncé, chat leur donne une réponse, et elles vont prendre cette réponse-là acquise. Alors que ce n'est pas le cas, c'est ce qu'il ne faut surtout pas faire. L'IA, c'est juste un outil. L'IA va m'aider à être plus productif. Donc je pense qu'il faut juste essayer de voir le bon côté des choses et de mettre dans notre process à l'écoute. C'est vrai qu'on a gagné beaucoup de temps dans cette technologie, mais les gens ont tendance à tout confier à la machine maintenant. Du coup, vous savez, il y a deux façons de voir l'IA. Certains la trouvent révolutionnaire et d'autres la craignent. Du coup, selon vous, l'IA est-elle un outil de progrès ou une arme à double tranchant? Je dirais les deux. Je dirais les deux parce que l'IA va révolutionner pas mal de domaines. On va prendre le domaine, on est des étudiants, donc je vais prendre l'exemple des études pour la faire simple. Disons, ça nous prenait 1 à 2 semaines pour comprendre nos leçons de 200 à 300 pages. 1 à 2 semaines. Maintenant, on a à notre disposition des LM, comme Notebook LM. Avec cette IA, on peut résumer nos cours dessus directement. On peut même générer un podcast, on le fait vous et moi. On donne à l'IA d'autres cours, l'IA va prendre les cours et le transformer sous forme de podcast.
comme deux personnes qui discutent. Parfois, juste pour qu'on comprenne mieux. Et même aussi nous proposer une carte mentale pour apprendre beaucoup plus vite. Donc c'est à peu près voilà, ce que l'IA peut amener en positivité côté éducation et pas mal d'autres choses. Et c'est le cas côté médecine, technologie, militaire. Je pense que l'IA est venu avec un lot de bonnes choses qu'on devrait adapter dans la vie de tous les jours pour aller plus vite, pour être plus efficace. Maintenant, de l'autre côté, c'est quoi le souci? Chaque révolution vient avec ses problèmes. Par exemple, le deepfake. Littéralement, le deepfake. Le deepfake, on a la possibilité de prendre une personne, entraîner cette personne avec l'IA et générer des photos avec cette personne et lui faire dire des choses que la personne n'a jamais dit. Vous voyez un peu la dangerosité de l'IA si on est enseignant. Je pense que c'est un peu les problèmes que l'IA fait avec. Bon, il y a une question qui inquiète vraiment tout le monde. C'est est-ce que l'intelligence artificielle peut vraiment remplacer l'homme sur toutes les tâches? Ok, déjà, il y a un changement radical qui s'est posé quand même. On va aller, disons, quand la révolution industrielle est arrivée, par exemple, les machines à distribuer de billets qu'on retrouve au niveau des banques, tout ce qui est cap, etc. Les banquiers n'ont pas eu besoin de changer de travail. Au contraire, ils ont juste essayé de trouver d'autres tâches qui sont beaucoup plus intéressantes que les tâches que les machines à cap proposent. Mais maintenant, ça a beaucoup changé. L'IA, sans vous attraper ma veste, peut quasiment rivaliser avec tous les secrétaires. L'IA peut rivaliser avec un dev junior. Quand on parle de dev junior, on parle d'un développeur web, disons avec une licence. L'IA peut faire la même chose que ce développeur-là pour proposer le mieux. Ça, c'est un souci. C'est pour ça que voilà, le fait de dire que l'IA va remplacer les hommes pose toujours un problème. Mais je pense qu'on n'en est pas encore là. Par exemple, une personne, vous, qui êtes expert en communication, l'IA va avoir un problème à vous remplacer totalement. Forcément, vous avez des techniques de l'expérience. Cette expérience-là, que l'IA n'a pas. Parce que l'IA se base jusqu'à maintenant toujours sur ces données d'entraînement. Même si ça a été assez élargi avec la possibilité qu'ils puissent scraper sur Internet, c'est-à-dire aller rechercher directement sur Google, tout ça. Mais l'expérience des experts ne se trouve toujours pas sur les réseaux, ne se trouve toujours pas sur Google. Voilà un peu ce qui pose le souci. Ce que vous dites me rappelle une camarade qui s'appelle Naskia Edena. Elle m'a dit qu'il y a un film intitulé 2050 et dans ce film-là, les gens fabriquent des robots. Et voilà, il y avait un homme qui s'était disputé avec sa femme et sa femme est sortie de la maison. Et cet homme-là est allé là où on fabrique ces machines-là, ces robots. Il en a fabriqué un robot et à sa guise comme ça, il l'a amené chez lui. Et au début, ça se passait bien parce que le robot faisait la cuisine, le robot faisait les tâches ménagères, imagine-toi. Et après, un jour, il a eu un problème dans son entreprise. Et d'habitude, quand il avait des problèmes dans son entreprise, il en parlait avec sa femme. Maintenant, sa femme n'est plus là. Il essayait de parler avec le robot. Mais ce qu'il avait remarqué, c'est qu'il n'y avait pas ce débat d'idées qu'il avait tellement besoin quand il discutait avec sa femme. Le robot lui donnait seulement des réponses positives. Et lui, il n'avait pas besoin de ça. Et malheureusement, c'est la cause, c'est parce qu'il avait fabriqué ce robot-là à sa guise. Maintenant, il a décidé de prendre le robot, il a éteint le robot, il l'a mis dans la boîte et il l'a remis là où il l'avait acheté. Il allait récupérer sa femme, il l'a remis à la maison et le lendemain, il était dans le salon et sa femme a dit « Chérie, pourquoi t'as renversé le café ?» Et il a dit « Ah là, j'ai retrouvé ma femme. » Ouais, c'est un peu ça aussi parce que, comme je l'ai dit au début, l'IA ne va jamais avoir cette capacité émotionnelle que nous avons. Nous avons de la pitié, nous avons de l'amour, de la tristesse. Et c'est des choses que l'IA ne sait pas, je veux dire, que l'IA ne connaît pas, que l'IA ne peut pas le savoir, parce que c'est alloué à l'homme.
C'est pour ça que je dirais toujours que on ne peut pas faire égal à égal, égaliser l'homme et la machine. Donc l'IA a des limites. L'IA a des limites, sur ce. On ne parle pas de politique. Mais côté tout ce qui est humain, l'aspect moral. Par exemple, tu trouves un petit enfant, un moyen dans la rue, tu as pitié de ce petit enfant-là. C'est peut-être pas le cas de l'IA. Parce que l'IA ne ressent pas cette émotion. C'est intéressant. Et voilà, on parle souvent des avantages de l'IA aussi, mais aussi il y a des critiques, surtout l'équité et l'équité. Du coup, est-ce que vous pensez que l'IA risque d'amplifier les inégalités sociales et les biens humains? Ok, bon, je vais essayer de prendre un cadre assez général parce qu'au Sénégal, on n'en est pas encore là. Parce qu'ici, on est toujours au point où la totalité des business, c'est dans le secteur informel. Ils ne sont pas forcément tout à fait technologiques. Où tu vas aller dans des entreprises, tu vois des robots, faire des tâches, tout ça, on n'en est pas encore là. Mais quand même, je vais prendre un cas assez général. Disons, on est au point où, comme je l'avais dit, l'IA pour remplacer un employé, faire ses tâches et même faire plus. Parce que je l'ai dit que 6 mois, dans ma famille, il y avait quelqu'un qui travaille dans les champs, l'IA pour remplacer ce nombre de ma famille. Non, c'est pas le même cas parce que ça c'est plus physique. On n'est pas encore au niveau où l'IA faire des tâches physiques, faire de la mécanique, faire de la cuisine, aller dans les champs, on n'en est pas encore là. On est plus côté l'IA qui est capable de faire des tâches intelligentes que l'on peut faire et égaliser à la limite l'homme. On n'en est pas encore là. Maintenant, pour ce côté-là, tout ce qui est tâches dont on a besoin de réfléchir pour faire ces tâches-là, quasiment l'IA surpasse, disons, 50% de la population pour ce qui est la réalité. Maintenant, qu'est-ce qui va creuser ce fossé-là? Déjà, il y a des inégalités qui subsistent. On a trop de pauvres et peu de riches. Il y a déjà des inégalités. On ne devrait pas essayer de creuser ça. Mais plus on avance, plus les entreprises vont essayer d'implémenter des solutions avec des IA, que ce soit des agents IA, que ce soit des éléments locaux, en tout cas, tout ce qui pourrait remplacer certaines tâches répétitives. Par exemple, les tâches de secrétariat, là, ça va plus difficile d'ici quelques années. L'IA le fait mieux, plus rapide, plus efficace, et elle ne va pas se plaindre. Plus on avance, plus les entreprises aussi vont intégrer ces solutions-là et les entreprises auront besoin moins de main-d'œuvre. Donc, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont licencier certains employés. Qu'est-ce que ça va arriver? Qu'est-ce qui va arriver? Ça va créer plus de chômage. Le propriétaire de l'entreprise et ceux qui gèrent les IA vont s'enrichir. Et le crédit va plus s'enfoncer. Il y aura beaucoup moins de riches et beaucoup plus de pauvres. Mais je pense que les États, les autorités pour mettre en place des solutions ou même des lois qui peuvent essayer de limiter ça, au moins au minimum essayer de minimiser ça. Bon, monsieur Thiam, Oui. croyez-vous qu'on peut imaginer une société où humains et IA collaborent en harmonie? Okay, je pense qu'on tend plus vers cette société-là. Il faudrait comprendre que tu veux dire déjà. On ne va pas stopper l'évolution de l'IA. On est d'accord, parce que comme je l'ai dit, il y a tellement de bonnes choses qu'on ne va jamais la stopper. Les relais avec lesquels il y a. Et de l'autre côté, on doit essayer de vivre avec l'IA. Et je pense d'ici quelques années, on va plus avoir des cyborgs. Qu'est-ce que vous voyez? Un cyborg, c'est-à-dire c'est un mélange un mi-homme, mi-machine. Littéralement, c'est-à-dire pas dans le sens physique, mais dans le sens moral. Parce que tout ce qu'on fera va tourner autour de l'IA.
Même pour envoyer un SMS, on va solliciter l'IA. Pour écrire un mail, on va solliciter l'IA. Pour toutes les tâches de tous les jours, on va solliciter l'IA. L'IA va faire partie de notre vie littéralement. On ne pourra plus s'en départir. On tend sûrement vers une société comme ça. Je dis que ça serait beau, le genre de complémentarité entre la logique des machines et la sensibilité des humains. Ça peut être bien, mais il faudrait comprendre que l'IA c'est toujours une machine. Disons, on arrive à un point, donc je ne sais pas dans combien d'années on va arriver à l'IA générale. L'IA générale, c'est cette IA-là qui pourrait comprendre tout. Le faire son propre code. Est-ce que vous comprenez ce que veut dire que l'IA puisse faire son propre code? C'est comme si nous, humains, puissions changer notre propre code génétique. Maintenant, si l'IA arrive à changer son propre code, elle va pouvoir se rendre meilleur, va pouvoir se rendre plus efficace, Meilleur que l'homme. et pouvoir se défier de l'autorité de l'autre. Parce que pour le moment, on maîtrise l'IA, on a une certaine possibilité entre guillemets sur l'IA. Mais si on arrive à ce stade-là, la question qu'on devrait plus se poser, c'est pas est-ce qu'on utilise l'IA, mais imaginons-nous que l'IA se demande est-ce que j'ai besoin de cette information. Il faut que c'est réellement possible alors que c'est l'humain qui a créé l'IA. On l'a créé. C'est pour ça que je dis toujours que je dis que l'IA puisse être plus intelligente que l'homme, parce qu'on a créé l'IA sur les humains. Mais on peut faire le contrôle. C'est pour ça aussi. Espérons que ça se passe bien. J'espère ne pas dire là à personne. Bon, Monsieur Diane, la dernière question que j'aime bien poser sur la formation. Quelle place restera-t-il selon vous à la créativité et à l'émotion humaine à l'avenir? C'est une très bonne question. Donc pour la créativité, je vais essayer de mettre les points de là pour qu'on comprenne. Avant l'avènement de l'IA, c'était vraiment très compliqué. Par exemple, pour des jeunes qui n'avaient pas les moyens de créer un beau message, de faire des campagnes publicitaires par exemple. Pour faire ces pubs-là, il fallait de grosses boîtes, aux caméras, pas mal de moyens. Mais avec l'avènement de l'IA, ça c'est un peu démocratique. C'est-à-dire que la créativité, je veux dire la création, est devenue quelque chose qui est accessible à tous. Tout le monde peut créer une photo maintenant, tout le monde peut créer des vidéos, tout le monde peut générer des illustrations et tout ce qui va avec. Même si je trouve que l'IA seul ne va pas être créatif, il faudra une personne créative derrière pour rendre l'IA créative. Maintenant, il y a des outils comme Lova qui proposent de faire des affiches. Les affiches, ça nous connaît, ça nous prend une journée. Maintenant, avec un bon comptage, on peut générer des affiches facilement avec l'IA. On peut faire des campagnes publicitaires avec l'IA. Et je pense d'ici quelques années, même les grosses films comme Netflix vont accepter des films 100% faits avec des l'IA. Je pense qu'il faudrait voir la chose à l'envers. Il ne faut pas se dire que l'IA est là, ça vous empêcher de travailler, que ça va entraver notre boulot, ça va vous empêcher d'avoir des clients. Mais il faut essayer de faire partie des premiers, sauter sur l'occasion, maîtriser ces outils-là qui nous sont proposés pour être beaucoup plus créatifs. Voilà tout simplement. Et côté émotion, comme je l'ai dit tantôt, je pense, n'essayez pas de me visualiser qu'on arrive à un stade où l'IA va être pas émotive dans le sens linguistique, c'est-à-dire lire je t'aime et ressentir je t'aime. C'est deux choses totalement différentes. Et si on arrive à ce stade-là, je ne sais vraiment pas, parce que je ne peux pas m'imaginer qu'une machine puisse ressentir les émotions à l'état pur, parce que c'est quelque chose qui est alloué à l'espèce humaine, animale, et j'en passe. Maintenant, pour finir, je pense que je vais vous proposer
quand même pas mal d'outils pour les étudiants et créateurs pour qu'ils puissent un peu améliorer le process et aller beaucoup plus vite. Déjà, les générateurs de texte, on a les basiques, ChatGPT, Claude, Gemini, comment ça s'appelle, Perplexity, pour les recherches, et j'en passe. Maintenant, pour tout ce qui est génération d'images, il y a Cyprien de TikTok, il y a le modèle de ChatGPT aussi, qui propose la génération d'images. Pour le moment, il y a Nano Banana et il y a d'autres modèles aussi qui sont proposés sur le marché. Parce qu'il y a des milliers de modèles sur la génération d'images, mais pour moi, pour ma part, au moment présent, les deux groupes, c'est Nano Banana et Cyprien. Je discute pas. Je discute pas. Maintenant, pour la recherche, surtout pour les étudiants, il faudrait que les étudiants utilisent Notebook LM. C'est un outil extraordinaire. Parce que là, moi perso, en ce moment-là, je perds plus 1 à 2 semaines pour faire pour apprendre mes cours. Hein. Je vais sur Notebook LM. Je lui donne tous mes cours à la va-vite. Même si je lis mes cours en avance, mais je lui donne tous les cours. Il va montrer les résumés, les cartes mentales. Et comme je l'ai dit dans le podcast, je puisse mieux comprendre les cours. Et on peut aussi utiliser cette vidéo pour faire des recherches et étudier avec. Maintenant, pour la génération d'images, de vidéos d'images, la génération de vidéos, on a Clean AI, on a Runway, il y a VO3 aussi, VO3. Là, on est à VO3 pour l'instant. C'est un peu les meilleurs modèles sur le marché en ce moment. Maintenant, pour créer des gens IA, je pense que c'est un sujet qui est assez demandé. Je reçois vraiment pas mal de questions par rapport à ça. Les agents IA, naturellement, j'utilise NPN. C'est un plateforme open source. Quand on parle d'open source, c'est-à-dire, soit c'est une application ou un site où on peut héberger en local et modifier le code comme bon sens. C'est-à-dire c'est open source, littéralement. Il y a NPN, c'est une plateforme sur laquelle on peut créer des automatisations IA, des gens IA. Tous les gens IA que j'ai créés, je les ai faits grâce à NPN. Voilà. Je pense qu'on a un peu fait le tour. J'ai des IA à utiliser pour faire avoir une rapidité lors de notre processus de travail. Merci pour votre générosité. J'en suis sûre que les étudiants vont abuser et partager la En tout cas, j'aime beaucoup votre vision. On sent vraiment que vous ne prenez pas la technologie comme un ennemi, mais plutôt comme un partenaire d'inspiration. Et ça, c'est vraiment quelque chose que j'apprécie. Au fond, ce n'est pas l'IA qui fait peur, mais ce qu'on en fait. Du coup, c'est déjà la fin de cet échange passionnant autour de l'intelligence artificielle. Merci à notre invité, M. Moustarine Bassirou-Diagne, pour sa disponibilité et ses éclairages, et à vous, mes chers auditeurs, pour votre fidélité et votre curiosité. L'IA n'est pas seulement une affaire de machine, mais c'est aussi une affaire d'humanité, de choix et de vision. À très bientôt pour un nouvel épisode dans notre podcast Univers Créatif. D'ici là, prenez soin de vous.